La fabrication de la tchéké n'est plus la chasse gardée des femmes. Plusieurs hommes s'intéressent à l'élaboration de la semoule de manioc. Nous le verrons dans ce journal. Les violences en milieu scolaire ont refait surface à Boaké. Un élu de la commune tire la sonnette d'alarme. Et puis les tours jumelles de New York sont inaugurées le 4 avril 1973. La construction fut très rapide. 4 autres bâtiments plus petits furent construits. Madame, Monsieur, bonsoir. Des hommes dans la fabrication de la tchéké, un secteur qui est dominé par les femmes. Ce méfait à base de manioc est très prisé par les Ivoiriens pour ne pas se tourner les pouces et surtout n'être à la charge de personne. Des hommes de Diabo dans le centre du pays ont décidé de mettre la main à la pâte. Ils sont désormais dans la fabrication de la semoule de manioc. Adjeke, nourriture de base de certains peuples lagunaires de Côte d'Ivoire est devenu par déformation attiéké. Cet aliment, consommé par plus de la moitié des Ivoiriens, est traditionnellement produit par les femmes. Depuis son importation, sa fabrication n'est plus la chasse gardée des femmes. À Diabo, l'un des plus importants lieux de fabrication du attiéké dans la région de Gbeke, les hommes se sont spécialisés dans la transformation du manioc. Yao Kwame est producteur d'attiéké depuis plus d'1 an. De l'épluchage à la cuisson, aucune étape ne lui échappe. Avant, je faisais jardin. Donc, j'ai fait accident, mes bras sont cassés, je ne peux pas travailler avec Daba. Donc, c'est ça, je me suis mis dans l'attiéké. Je suis venu voir les femmes, donc on travaille ensemble. Donc, c'est ça que j'ai fait pour soutenir mes enfants à l'école. Cette intrusion des hommes dans ce métier, autrefois réservé aux femmes, n'affecte aucunement la cohésion dans cette fabrique artisanale d'attiéké. Il y a des difficultés, mais on s'entend. Tu fais l'attiéké au nom d'une personne. La personne vient prendre, mais ils ne veulent pas nos clients. Ici, c'est le côté d'entente. Il n'y a pas de problème. La jeunesse et puis les dames, on s'est entendus. En dépit des efforts fournis, ces principaux acteurs de la filière sont les moins nantis. Ils subissent la loi des producteurs et acheteurs. Quand tu s'en vas payer, si on t'a dit 110 000, si tu dis que tu n'as pas 110 000 là, on ne te donne pas manioc. Les acheteurs, ce sont eux qui fixent le prix. Outre l'inorganisation, les producteurs d'attiéké sont confrontés à d'énormes difficultés. On veut vraiment un grand hangar pour s'asseoir en bas pour travailler. On veut les presses, les machines sont petits. Quand tu prends ça pour presser une bâche comme ça, il faut toute la journée. Il y a une seule machine ici. On est nombreux. Les autorités municipales prennent des dispositions pour assainir la filière et permettre aux acteurs de vivre de la transformation du manioc. Nous envisageons, avec les partenaires, pour mettre en place une unité de transformation moderne d'attiéké afin de rentabiliser les activités. Avec un peu plus d'organisation, la filière attiéké serait un secteur pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire. Des enseignants brutalisés par leurs collègues ou par des élèves, des scènes de violence en milieu scolaire qui ne laissent personne indifférent dans le centre du pays à Boaké. Un député de la région tire la sonnette d'alarme. Il interpelle les acteurs du système éducatif, la communauté religieuse et traditionnelle, la société civile, les leaders de jeunesse à se mobiliser pour sauver l'école à Boaké. Djeneba Ouattara, Amadou Ouattara. Le milieu scolaire est depuis un certain temps le lieu de multiples attaques. On enregistre des attaques entre enseignants, entre apprenants et des attaques entre élèves et professeurs. Également des destructions d'infrastructures scolaires et actes de vandalisme. Autant de mots qui minent les établissements scolaires des villes de la Côte d'Ivoire. À Boaké, la situation préoccupe les acteurs du développement et de la communauté éducative de la localité. Diomandé Mondeni, député de Boaké, entend apporter sa contribution à la recherche de solutions à ces maux. D'où l'atelier de réflexion sur la violence en milieu scolaire, le cas de Boaké. Et c'est pour trouver des pistes de solutions pour que la violence cesse et que l'école reprenne son droit d'apprenant et des apprentis apprenants. La responsabilité des parents l'emporte sur toutes les autres responsabilités. Parce que leur enfant, agitateur, cet enfant-là, il est d'abord et avant tout leur projet.
Au total, 70 participants ont eu à réfléchir sur les origines, les causes, les conséquences de la violence à l'école et les solutions pour éradiquer ce fléau. Le secrétaire général de préfecture, Loboué Michel Amani, tout en encourageant l'initiative, invite à une prise de responsabilité de tous pour sauver l'école. Aussi a-t-elle exhorté les participants à s'approprier les recommandations de l'atelier de réflexion sur la violence en milieu scolaire. L'éducation ne peut se faire sans lecture, la lecture qui permet de voyager sans se déplacer, d'améliorer son vocabulaire, en un mot corriger ses lacunes. Fort de ce constat, une bibliothèque a été offerte au groupe scolaire de Lolobo, un village du centre du pays. Donner aux jeunes les rudiments de l'entrepreneuriat. C'est tout le sens de cette rencontre autour du thème « La jeunesse estudiantine face aux nouvelles exigences du marché de l'emploi ». Le conférencier Amadou Ouattara a axé son intervention sur la formation et la stratégie entrepreneuriale adaptée au contexte actuel. Sortir les jeunes diplômés du chômage équivaut à développer des méthodes innovantes de gestion et de rentabilité. Nous allons donner des rudiments à la jeunesse de Kounfao pour pouvoir songer, entreprendre, mener des activités qui leur permettent de se prendre en charge et mieux de pouvoir avoir suffisamment de revenus pour vivre une vie épanouie. Donc l'entrepreneuriat qui est plus qu'une solution à nos problèmes est un élément que tout le monde devait pouvoir s'approprier pour que la jeunesse soit autonome. Cette conférence est une initiative de la mutuelle des ressortissants de Kounfao. Elle vise à éclairer la lanterne de la jeunesse estudiantine et scolaire. Les membres de l'Union générale des élèves et étudiants de Kounfao se disent satisfaits. Nous voulons vraiment insuffler et puis donner le goût de l'entrepreneuriat à la jeunesse. Aujourd'hui, nous savons, au niveau de la fonction publique, même l'État a du mal à pouvoir canaliser le nombre de chômeurs en Côte d'Ivoire. Donc il est intéressant que nous jeunes, on prenne conscience que désormais, c'est à nous d'entreprendre, c'est à nous de prendre notre destin en main. Autre sujet au cœur des échanges, le développement de Kounfao. Le président de la mutuelle a demandé aux jeunes de se former pour être les acteurs de l'émergence de leur région. En sport football, sachez que 2 nouveaux joueurs vont faire partie de l'effectif des éléphants pour les éliminatoires de la CAN 2019 et les éliminatoires du mondial 2018. C'est Seko Fofana qui vient d'un club italien et Cornet, un sociétaire de l'Olympique lyonnais, précisément Maxel Cornet. Au Sénégal, l'opposition menace de ne plus reconnaître Macky Sall à partir d'aujourd'hui. Des opposants qui soutiennent que le mandat présidentiel de Macky Sall expire officiellement aujourd'hui, 4 avril 2017, à minuit. Selon eux, la constitution qu'il a fait voter par référendum a ramené le mandat de 7 à 5 ans. En France, Sami Nouri n'a que 14 ans quand un passeur l'abandonne en gare de Tours. 6 ans plus tard, le jeune Afghan devenu petit prince de la couture après des passages chez John Galliano et Jean-Paul Gaultier prépare dans son petit atelier parisien un défilé de mode pour juillet. La gare de Tours. C'est ici, il y a 6 ans, que ce jeune Afghan, alors âgé de 14 ans, a atterri en France pour la première fois. Sa famille l'avait laissé partir seul avec l'aide d'un passeur turc et la promesse de le rejoindre au plus vite. Mais sitôt arrivé, le passeur l'abandonne juste à côté de ce jardin. Je ne savais même pas si j'étais en France ou pas. Et voilà, je regardais un peu à gauche, à droite. J'ai essayé de parler avec des gens, mais je n'arrivais pas à communiquer parce que je ne savais pas la langue ni anglais. Après une nuit d'errance, Sami se rend au commissariat qui le place dans un foyer, puis plus tard dans une famille d'accueil. Scolarisé pour la première fois de sa vie, l'adolescent accumule alors les stages autour de sa passion, la couture, qu'il a apprise aux côtés de son père dès l'âge de 8 ans. Assia l'a ainsi vu arriver un jour dans son atelier de retouche. Elle se souvient d'un cas exceptionnel. Au départ, pour moi, il est venu faire un stage pour que moi, je lui montre ce qu'il faut. Pour l'aider justement, pour apprendre. Je lui ai donné un bas de pantalon à faire, il l'a piqué comme quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Il était plus rapide que moi. En cette fin mars, c'est à Paris que Sami ouvre son premier atelier.
grâce à la rencontre d'une bonne fée, comme il dit. Un rêve de gamin pour l'ancien migrant afghan. Quand on lit les histoires de grandes couturiers, c'est qu'ils ont commencé par des petits trucs. Ils avaient une petite atelier avec 3-4 personnes, ils ont grandi. Car Samy n'a pas fait que lire les histoires des grands couturiers. Il les a aussi fréquentés. Un rapide passage chez John Galliano lui ouvre les portes de chez Jean-Paul Gaultier, chez qui il restera près de 3 ans en tant qu'apprenti. Celui qui avait pris l'habitude de coudre jusqu'à 200 robes par semaine avec son père découvre autre chose avec la haute couture. J'ai travaillé sur des pièces importantes, genre j'ai travaillé sur une robe pour Kylie Minogue, j'ai travaillé pour des présidents, j'ai travaillé pas mal de choses intéressantes, quoi. Dans son nouvel atelier, Samy prépare maintenant son prochain défilé de mode, de la haute couture, assure-t-il, même s'il n'a pas réussi à décrocher son diplôme. Il pourrait avoir lieu dans le château d'un autre mécène à Fougères, en Bretagne. Là encore, un rêve qui l'éloigne un peu plus de l'univers douloureux des migrants. C'est pas compliqué pour y arriver dans la vie. Même si on est étranger ou quoi, mais la France c'est un pays accueillant et il nous aide pour réussir. Et pourquoi pas tout donner, quoi. D'ici là, Samy connaîtra peut-être un autre grand moment d'émotion, la cérémonie pour l'octroi de sa nationalité française. Le jeune ambitieux, devenu la coqueluche des médias, voudrait inviter plein de monde et pourquoi pas le gratin de la haute couture. Les tours jumelles de New York sont inaugurées le 4 avril 1973. La conception et la construction du World Trade Center demandèrent l'utilisation de techniques novatrices et la réalisation de tests en soufflerie. La construction réelle de la tour nord commencera en 1968 et celle de la tour sud. 1 an après, la construction fut très rapide et 4 autres bâtiments plus petits furent construits. Retournons en 1973 pour revivre l'inauguration des 2 tours. Le 4 avril 1973, le World Trade Center est inauguré à New York dans le quartier de Lower Manhattan, conçu par l'architecte Niworu Yamasaki et développé par la Port Authority of New York and New Jersey. Il est inauguré le 4 avril 1973. Son nom est similaire à ceux d'autres World Trade Center, bien que celui de New York ait atteint une notoriété supérieure. Il signifie centre de commerce mondial ou centre d'affaires international, marqué par un incendie le 13 février 1975, puis par un attentat à la bombe le 26 février 1993. Les tours jumelles ont été intégralement détruites par 2 avions détournés le 11 septembre 2001. Leur position est depuis surnommée Ground Zero, bien que les New-Yorkais préfèrent l'appellation World Trade Center Site. Le site accueille aujourd'hui un mémorial sur l'emplacement des tours détruites et un nouveau complexe dont le One World Trade Center est la plus haute tour. Identifié par ses 2 bâtiments les plus célèbres, les Twin Towers, les tours jumelles, il était un symbole de la puissance américaine aux yeux du monde, au même titre que l'Empire State Building et la Statue de la Liberté. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais sachez qu'à la réalisation, il y avait Awa Savadogo et Parfait Yo. La supervision a été faite par Thomas Guessambi.